Bonjour, bienvenue dans cette édition sur 8 Mont Blanc du mardi 23 juin 2020. Au sommaire de votre journal, le secteur du BTP reprend du service. Les règles sanitaires doivent là aussi être respectées, mais ce n'est pas si simple de les appliquer sur un chantier. Le secteur reste en crise et les professionnels craignent l'année à venir. La vallée de l'Arve est connue pour ses entreprises de décolletage, mais le Covid-19 fait payer un lourd tribut à ces sociétés. Elles sont aujourd'hui en danger et avec elles de nombreux emplois. Une série leur est consacrée cette semaine, premier épisode dans ce journal. Sauver Mavic, c'est la mission que s'est lancée Bernard Hinault. Le quintuple vainqueur du Tour de France milite pour la reprise de l'entreprise spécialisée dans les équipements cyclistes. Depuis le 2 mai, Mavic est en redressement judiciaire. Pour le moment, 14 candidats proposent de racheter la société. 200 emplois sont menacés, dont 150 à Épagny, en Haute-Savoie. L'éternel projet d'autoroute A412 entre Machilly et Thonon dans le Chablais est toujours en discussion. Récemment, des associations contre sa réalisation ont appuyé leurs différents recours avec un mémoire qui mettrait en lumière le non-respect d'un traité gouvernemental. Les explications d'Emmanuel Jaude. Les contestataires du projet d'autoroute Machilly-Thonon ne lâchent rien. Après la fin de la phase d'enquête publique, ce ne sont pas moins de 5 recours qui ont été déposés à l'encontre de la future autoroute. Autant de dossiers qui ont été appuyés au début du mois par un mémoire mettant en lumière des questions de la Confédération helvétique, toujours aujourd'hui restées sans réponse. Les protocoles d'une convention n'ont pas été respectés au niveau international. La France aurait dû informer la Suisse de tous les impacts de ce projet sur la Suisse, puisque dans un projet aussi près d'une frontière, il y a des impacts des deux côtés de la frontière, et ne l'a pas fait de façon satisfaisante. Et donc il y a une vraie raison de faire annuler ce projet, puisque la Suisse n'a pas été consultée, n'a pas été informée. Si une phase d'étude est attendue avec impatience par tous les partis, les opposants au projet savent qu'il est nécessaire de faire front. En effet, avec l'apport de ce mémoire, ils espèrent bien mener le débat au niveau international. Alors les recours, c'est la justice qui fait ça, donc ça peut prendre très longtemps. En plus, là, il y a eu des délais qui ont été rallongés en raison de la crise sanitaire. Donc on est sur des délais assez longs. Mais ce qui n'empêche pas le conseil départemental de vouloir aller vite, de continuer à faire lui-même des études et à essayer de trouver un concessionnaire pour cette autoroute. Au terme des prochaines études complémentaires, une seconde phase d'enquête publique débutera, avant d'espérer, peut-être, prendre une décision finale sur un projet en discussion depuis plusieurs décennies déjà. Le Lyon-Turin fait encore couler de l'encre. Les eurodéputés écologistes demandent l'arrêt total du projet ferroviaire. Ils s'appuient notamment sur un rapport de la Cour des comptes européenne remis le 16 juin qui pointe du doigt son impact écologique et financier. Vous l'avez certainement remarqué, les chantiers redémarrent, bien évidemment, dans le respect des règles sanitaires. En Haute-Savoie, 90% de ces chantiers ont repris leur activité, mais c'est l'avenir maintenant qui inquiète tout le secteur du BTP. Les explications de Sébastien Germain. À première vue, ce chantier a l'air presque en sommeil, et pourtant, il est bel et bien actif. À Annecy-le-Vieux, sur le chantier du futur gymnase du Bray, les camions et les engins de chantier ont repris leurs activités. Mais Covid-19 oblige, c'est toute l'organisation qui a dû être repensée. On est arrivé sur des chantiers aujourd'hui à devoir faire intervenir les entreprises les unes après les autres pour éviter qu'il y ait trop de coactivité, donc de croisement des différents ouvriers. Mais de sorte, vous imaginez très bien quand vous séquencez les opérations que le chantier prend beaucoup plus de temps et qu'il s'allonge un peu dans le temps. Même si tout le monde a de la bonne volonté, comme ici sur le chantier du gymnase du Bray, où le maître d'ouvrage a politiquement, je crois, pris la bonne décision de redémarrer le chantier le plus vite possible. Mais on a quand même des difficultés et on a l'impression sur un chantier de cette envergure d'avoir très peu de monde, mais simplement parce que les entreprises interviennent les unes après les autres. Après une si longue coupure, le retard ne pourra évidemment pas être rattrapé. Et si aujourd'hui 90% des chantiers de BTP en Haute-Savoie ont repris, il y aura bien un avant et un après Covid. C'était vital pour nos entreprises. Je crois qu'on n'aurait pas supporté plus longtemps un confinement et une inactivité totale comme c'était le cas entre mi-mars et puis début avril. On arrive à mesurer le manque, la perte de chiffre d'affaires, mais je pense qu'au-delà de ça, il y aura des coûts qu'on ne maîtrise pas encore, notamment dans le fonctionnement actuel de nos chantiers. Et pour les entreprises engagées sur ces chantiers, là aussi, il faut apprendre à vivre avec ces nouvelles façons de travailler
qui vont forcément impacter les délais de livraison. La principale difficulté pour le redémarrage, c'est surtout de redémarrer les équipes qui ont été à l'arrêt pendant plus de 3 semaines. Alors encore nous on a redémarré assez vite, mais c'est vrai que sur des chantiers où on ne redémarre pas tout de suite c'est compliqué. Et la suivante c'est de respecter les règles du Covid-19. Donc ça va être respect des gestes barrières. Sur un chantier on voit que c'est compliqué, ils sont en train de décharger derrière nous. La distance à respecter d'1 mètre n'est pas toujours évidente sur un chantier. Alors il y a le port du masque, mais quand il fait chaud comme actuellement, on n'est pas certain que le port du masque soit toujours porté. Donc la difficulté, c'est le respect des gestes barrières. Si pour le reste de l'année 2020, l'activité de BTP sera encore soutenue, les acteurs du secteur sont très inquiets pour le premier semestre 2021, malgré les aides du gouvernement et des collectivités. La plateforme touristique américaine TripAdvisor déconseille les voyages en France à cause du Covid-19. Elle déconseille notamment les séjours dans les hôtels de Thonon-les-Bains en Haute-Savoie. Julie Legros, la directrice de l'Office du tourisme de Thonon-les-Bains, est en ligne avec nous. Tout simplement, Julie, comment avez-vous découvert cette annonce sur le site du géant américain du tourisme ? En fait, j'ai été alertée par les hôteliers de Thonon-les-Bains qui m'ont dit que plusieurs clients les avaient alertés sur le fait qu'apparemment il était dangereux de venir en vacances à Thonon. Et ensuite, je me suis aperçue qu'en fait, c'était une alerte qui était à l'échelle de toute la France. Vous avez contacté le site TripAdvisor. Quelle est leur réponse ? Oui, au début, on était vraiment sur une démarche de conciliation à l'amiable. Et en fait, leur réponse a été très laconique. Ils nous ont simplement dit que c'était la réalité de la crise sanitaire en France. Pourtant, en Italie et en Espagne, sur le site, il n'y a aucune restriction. En tout cas, en Italie, en Suisse, en Belgique, qui sont nos principaux concurrents, il n'y a aucune restriction. Et de fait, nous, on a l'impression de subir une grosse concurrence déloyale à l'heure où on déploie d'énormes campagnes de communication pour faire revenir les touristes chez nous. Alors, vous avez également alerté le gouvernement. Quelle réponse est-ce que vous attendez ? Alors, on a alerté et en effet, là, ce soir, sont retombées les premières infos. On a Jean-Baptiste Lemoyne, qui est notre secrétaire d'État au tourisme, qui a bien interpellé le PDG de TripAdvisor pour lui demander de retirer cette mention. Aujourd'hui, il est clair que chaque minute où cette mention reste sur le site, on perd des milliers d'euros à Thonon et évidemment des millions à l'échelle de la France. Rassurez-nous, on peut venir en séjour à Thonon-les-Bains. Évidemment, tous les protocoles sanitaires ont été mis en place. Tous les hôteliers ont pris leurs responsabilités, les restaurateurs aussi. Vous pouvez venir en vacances à Thonon, vous pouvez venir passer un week-end à Thonon, il n'y a aucun risque, enfin en tout cas pas plus qu'ailleurs. On a l'impression que c'est un peu le combat de David contre Goliath, cette affaire. Exactement. TripAdvisor, comme tous les autres OTA, comme tous les GAFA, achètent des millions de mots-clés par jour dans le tourisme. Donc ça veut dire que nous, à notre petite échelle, même si on a mis 460 000 euros d'investissement avec Savoie-Mont-Blanc dans un plan de relance du tourisme, on ne fait vraiment pas le poids. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est obligé de passer par tous nos relais, notamment les médias, et je vous en remercie, pour faire fléchir le géant américain. Merci beaucoup Julie Legros. En tout cas, on vous souhaite une très bonne continuation et n'hésitez pas à aller à Thonon-les-Bains. C'est une commune magnifique. C'est vrai. Cette semaine, nous nous intéressons à la situation industrielle et économique des entreprises de décolletage dans la vallée de l'Arve. Ces entreprises doivent affronter actuellement une crise sans précédent qui pourrait à terme mettre à mal de très nombreux emplois. Jean-Paul Crespi, pour ce premier volet, a rencontré le directeur général du syndicat national du décolletage qui nous dresse un état des lieux alarmant. On regarde. En vallée de l'Arve, la filière du décolletage redoute une crise économique bien plus importante qu'en 2008. Chômage partiel, commandes annulées ou décalées, machines à l'arrêt et des usines souvent très silencieuses, le secteur subit de plein fouet l'effondrement des marchés de l'automobile, de l'aéronautique et des biens d'équipement. À eux seuls, ces 3 marchés représentaient avant la crise du coronavirus plus de 80% du chiffre d'affaires de la filière. Déjà fragilisée par la mutation du marché de l'automobile, l'industrie du décolletage est désormais confrontée à des défis majeurs. À l'automne, si la reprise n'est pas engagée, 30 à 40% des entreprises pourraient disparaître. La situation est plus que compliquée. On est vraiment dans une situation qui économiquement est très très dure, voire catastrophique. On repart pas, on repart très très difficilement. Tous les marchés quasiment sont touchés, que ce soit l'automobile, l'aéronautique, les biens d'équipement, les autres marchés. Il y a très peu de marchés qui tournent aujourd'hui. Et puis, malgré les mesures qui ont été prises par le gouvernement très très vite, notamment avec les prêts garantis par l'État,
Bon, la situation économique est extrêmement dégradée. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on tourne à moins 60% d'activité dans des entreprises qui font d'habitude peu de résultats, même quand elles sont à 100%. Donc, c'est-à-dire que tous les mois, on perd de l'argent. Et on en perd beaucoup aujourd'hui. Outre données alarmantes, les perspectives d'un retour à la normale rapide semblent s'éloigner jour après jour pour les entreprises, car les constructeurs automobiles annoncent des redémarrages d'usines à 30% des capacités et un stock de véhicules très important. Les perspectives ne sont pas meilleures pour le secteur de l'aéronautique, avec une baisse déjà annoncée de 50% de la production pour les 24 prochains mois. Le décolletage, effectivement, il n'en est pas à sa première crise. Il a toujours su démontrer sa capacité de rebond. Ce qui fait peut-être la différence aujourd'hui par rapport à la crise précédente, c'est vraiment ce qu'on pourrait qualifier d'effet ciseau. On est à la fois un premier effet qui est la crise structurelle de l'automobile. Je rappelle qu'aujourd'hui, on va massivement vers l'électrification des véhicules. Un véhicule électrique, c'est une pièce décolletée. Un véhicule thermique, c'est 10 pièces décolletées. Donc là, on est vraiment sur une problématique de crise de volume qui est extrêmement impactante. Et puis, vous savez, si on prend 2008-2009, qui a été une crise principalement automobile, les autres marchés, ils tournaient. Aujourd'hui, les autres marchés, ils ne tournent pas. On est aujourd'hui reçu dans une entreprise qui ne travaille que très très peu pour l'automobile et elle montre effectivement un impact sur le chiffre d'affaires qui est extrêmement important. Enfin, derrière moi, vous avez un atelier, il y a une vingtaine de machines, il y en a 3 qui tournent. Donc oui, effectivement, ça c'est une image du risque et de la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Non, il y a urgence, il y a urgence, le bateau coule. Il y a urgence, il faut effectivement vraiment qu'on prenne des mesures très très rapidement et à court terme si on veut donner une chance à cette filière d'être encore là demain et de se repositionner. Tous les acteurs de la filière du décolletage demandent un plan d'aide d'urgence et conséquent pour passer le cap et réussir leur mutation structurelle. Si la filière n'envisage pas encore de vague de licenciements, à la fin du mois de juin et sans ce plan qui doit permettre le maintien des compétences et des emplois, plus de 500 collaborateurs supplémentaires seront mis au chômage. En Vallée de l'Arve, la filière du décolletage regroupe 360 entreprises et 9500 emplois directs pour un chiffre d'affaires annuel de plus de 2,3 milliards d'euros. Beaucoup de Français comptent rester dans l'Hexagone pour leurs vacances. Alors certains sites touristiques proposent des activités parfois méconnues pour cet été. Avez-vous déjà entendu parler du géotourisme? Alors pour découvrir cette pratique, Sophie Justice, coordinatrice Chablais UNESCO Global Géoparc, est en ligne avec nous. Bonjour. Tout simplement, qu'est-ce que c'est le géotourisme? Le géotourisme, c'est simplement un tourisme responsable et doux et respectueux qui célèbre l'harmonie entre l'homme et la nature. Le géotourisme se développe dans les géoparcs, donc les territoires reconnus par UNESCO pour l'intérêt de le patrimoine géologique. Ce géotourisme, on peut le pratiquer en famille, on peut le pratiquer seul? Oui, tout à fait. C'est un tourisme, en fait, on peut dire que ce géotourisme, on pratique dans les territoires les activités de pleine nature. On peut être au bord de l'eau, ça peut être des activités avec un peu d'adrénaline comme le rafting, ça peut être la découverte d'un coin un peu plus calme avec des guides formés par ces territoires. Donc ça peut être des dégustations de produits du terroir. On a plein de choses dedans, tout ce qui lie l'homme avec la nature. Où peut-on pratiquer le géotourisme dans notre belle région Auvergne-Rhône-Alpes? Dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, on a plusieurs territoires qui sont labellisés des géoparcs mondiaux UNESCO, dont moi, je représente le territoire du Chablais où on a beaucoup des offres et des découvertes à vous proposer. On a un territoire voisin, celle des massifs des Bauges, et en cours, on a le Beaujolais. Donc, nous avons plusieurs territoires pour découvrir des aspects différents, authentiques et identitaires. C'est une pratique qui est en vogue aujourd'hui, le géotourisme?
C'est intéressant à demander. Pour moi, géotourisme, c'est un mot qu'on utilise un peu entre des géoparcs. Pour moi, je préfère penser plutôt dans le sens que des géoparcs sont des territoires d'exception. Et cette année, on est dans une année un peu particulière. Donc, nous vous proposons de sortir d'un tourisme de masse et de plonger dans la nature, de découvrir des grands espaces, l'aventure, la gastronomie, les traditions et des rencontres. Merci beaucoup Sophie Justice pour ces explications. En tout cas, voilà une belle façon de découvrir les géoparcs et de les redécouvrir. Merci beaucoup. Merci. Le Festival international du film d'animation d'Annecy propose depuis ce lundi et jusqu'au 30 juin, fin de l'édition 2020, des séances en plein air. Alors pour connaître la programmation, rendez-vous sur le site du festival. Chaque soir de la semaine, nous vous présentons des têtes de liste au second tour des élections municipales de vos communes. Direction ce soir Courchevel. 3 candidats sont encore en lice. Sébastien Germain leur a tendu son micro. Trois ans après sa création officielle, la commune de Courchevel s'apprête à entrer dans une nouvelle ère, puisque le maire sortant Philippe Munier ne se représente pas. Pour lui succéder, les 3 candidats présents au premier tour en mars dernier se soumettront une nouvelle fois au vote des 1962 électeurs inscrits. Jean-Yves Pachot, arrivé en tête avec 46,81% des voix, sera donc opposé à Jean-Marc Belleville, deuxième du scrutin avec 27,43% des suffrages. Isabelle Monsénégo sera également de la partie, puisqu'elle avait obtenu un score de 25,75%. Les enjeux sont donc nombreux et chacun des candidats en lice a ses arguments à défendre. D'abord, je suis un enfant du pays. Je me suis toujours investi et impliqué dans cette commune. J'ai fait plusieurs mandats au conseil municipal et j'ai une très bonne connaissance de la montagne et de Courchevel. La deuxième chose, c'est que j'ai monté une liste qui est forte, qui est unie, qui est soudée, avec des compétences variées. C'est des gens aussi qui ont plusieurs actifs pour certains, à leur actif plusieurs mandats au conseil municipal, mais pas que, il y a des jeunes aussi qui ont une vision nouvelle pour l'avenir. Et la troisième chose, c'est parce que nous avons un programme ambitieux. Nous voulons faire de Courchevel une attractivité 4 saisons, garder nos jeunes au pays, s'occuper de nos anciens pour qu'ils restent le plus longtemps ici sur la commune, et puis faire de Courchevel un haut site de qualité de vie et environnementale. Voter pour nous, c'est-à-dire voter pour l'ensemble de la liste, puisqu'il est extrêmement important de signaler que nous sommes une liste très représentative de la commune, puisque tous les membres de notre liste sont résidents sur Courchevel du 1er janvier au 31 décembre. Ensuite, nous avons 3 points. Déjà, nous avons la compétence. Moi, personnellement, j'ai œuvré dans les services publics et notamment en tant que receveur municipal de la commune de Courchevel depuis 40 ans. Nous avons dans notre liste des représentants des hôteliers, des moniteurs de ski, artisans, salariés du privé ou du public. Et notre vision de Courchevel aujourd'hui, c'est sans doute celle de Courchevel qui ne soit pas uniquement une station de luxe, mais tout en préservant le luxe, ne perdons pas la clientèle moyenne, la clientèle milieu de gamme qui est importante pour notre station. Donc votez pour une liste qui vous ressemble, votez pour Courchevel ensemble. Nous sommes une liste neuve, nous n'avons jamais exercé de responsabilité et nous avons des idées innovantes et qui sont d'ailleurs reprises par beaucoup de nos compétiteurs, à savoir un Courchevel 2 saisons et non 4 saisons, hiver, été, qui retrouve une convivialité, qui retrouve un esprit de village. Alors nous sommes une équipe dynamique, vous le savez. Ma passion peut même me valoir des reproches d'agressivité. Nous sommes une équipe compétente, soudée. Nous habitons tous à l'année à Courchevel et nous avons comme mission de nous investir à 100% auprès de la population parce que la proximité avec la population, c'est réconcilier les citoyens avec la politique. Alors votez pour nous. Né du regroupement de Saint-Bon-Tarentaise et de la Perrière, Courchevel c'est aussi une station de sport d'hiver mondialement connue qui accueillera une partie des épreuves des mondiaux de ski alpin en 2023. Rendez-vous le 28 juin prochain pour savoir qui l'emportera.
Une dernière information avant de se quitter, l'édition 2020 de la célèbre Coupe Icare est annulée. Elle devait avoir lieu du 13 au 20 septembre à Saint-Hilaire en Isère. Le plus grand festival de sport aérien du monde accueille des dizaines de milliers de spectateurs chaque année. La 47e édition se tiendra donc en 2021. C'est la fin de ce journal. Merci à toute l'équipe de 8 Mont-Blanc. On se retrouve évidemment demain pour une nouvelle édition à la même heure, 18h. Je compte sur vous.